Nous avions prévu de débuter ce nouveau numéro de défense en évoquant les tensions aux frontières sud et nord. Mais en quelques heures au Proche-Orient comme au Proche-Orient, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Jonathan Pollard et sa femme ont débarqué en Israël. Colonel de réserve Olivier Rafovitch, je viens à vous dans un instant. Mais on commence avec vous, Eric Aldezos, sur la manière dont l'ancien espion de la marine américaine a foulé le sol du tarmac de l'aéroport Ben Gurion. En effet, Mathias, 35 ans après son arrestation aux États-Unis en 1985 pour espionnage au profit d'Israël, Jonathan Pollard, l'un des plus célèbres espions juifs, a atterri en Israël. Cette nuit, vous le savez, Mathias, l'arrivée de Jonathan Pollard en Israël avait tout d'une arlésienne. Nombreux sont ceux qui disaient que le Messie viendrait avant lui pour vous dire, et pourtant, c'est bel et bien arrivé cette nuit. Jonathan Pollard a posé son pied sur le sol israélien, clôturant de facto un dossier qui de plus de 35 ans, qui était en quelque sorte une épine dans le pied, un caillou dans la chaussure des relations israélo-américaines. Et pourtant, cette arrivée ne s'est pas faite en grande pompe pour cause cette crainte, jusqu'à la dernière seconde, que l'ancien analyste de la marine américaine se voit refuser de quitter le sol américain, signe du traumatisme généré par cette affaire. De surcroît, Mathias, sa femme Esther, qui l'accompagnait, est très malade. Les autorités voulaient que le couple reste tranquillement et rentre tranquillement à la maison et non sous les crépitements des flashs. Un profil bas, low profile, que vous aviez vous-même anticipé, Mathias, je vous le rappelle, il y a moins d'un mois, en posant la question à Efi Lahav, le président du comité de libération de Jonathan Pollard. Petite piqûre de rappel, regardez. Je suis tout à fait d'accord de faire profil bas parce qu'il y a des intérêts en jeu entre les deux pays et il faut voir que rien en fait ne porte atteinte aux États-Unis. Alors on rappelle que Jonathan Pollard a quitté les geôles de l'Oncle Sam le 20 novembre 2015. Il avait cependant l'interdiction de quitter le territoire américain pendant 5 ans. Le 20 novembre 2020, son contrôle judiciaire était totalement levé. 40 jours plus tard, Jonathan Pollard arrive sur le sol israélien, qu'il exprimait depuis longtemps d'ailleurs, ce désir de déménager en Israël. Il va sûrement vivre à Jérusalem. Il a donc foulé le tarmac de Ben Gurion et l'a même embrassé, tout comme son épouse. Ce qui est intéressant, c'est que, alors oui, effectivement, c'est une arrivée low profile, mais il y avait un invité de marque, politique oblige. Politique oblige, le Premier ministre Benjamin Netanyahou, Mathias, est venu en personne pour recevoir l'espion qui, soit dit en passant, disposait de la citoyenneté israélienne depuis 1995. Mais ce n'est que ce matin qu'il a reçu sa pièce d'identité israélienne remise en main propre par Benjamin Netanyahou. Regardez et écoutez. C'est un moment particulièrement émouvant. Jonathan et Esther sont à la maison. Ils sont revenus à la maison. Qu'il est bon qu'ils soient revenus chez eux. Cette prière adressée à Dieu prend ici tout son sens. Qui nous a fait vivre, exister et parvenir jusqu'à ce moment. Ce à quoi Jonathan Pollard a répondu « Amen », puis a exprimé sa joie d'être enfin en Terre Sainte. Regardez. Nous sommes en extase d'être ici après 35 ans et nous remercions tous ceux qui ont cru en nous et le Premier ministre également. Personne ne peut être plus fier de ce pays que nous. Ce pays est extraordinaire. Un futur formidable l'attend. Ce pays est le futur du peuple juif et nous n'allons nulle part ailleurs. Merci. Et ironie du sort, Mathias, Jonathan Pollard va devoir s'enfermer à nouveau pour 2 semaines. Je parle bien entendu du confinement inhérent au Covid-19. Merci Eric Aldezos. Allez, on change complètement de sujet avec vous pour parler, colonel de réserve Olivier Rafovitch, avec vous de cette phrase, de cet article. Ça m'a complètement surpris, ça vous a surpris sans doute, cette phrase du porte-parole de l'armée israélienne, l'actuel général de brigade Zilberman, qui annonce à un journal saoudien, en tout cas pan-arabe, qu'il y a des sous-marins israéliens en route vers l'Iran. C'est du jamais vu. Pourquoi ? Non, d'abord, c'est pas du jamais vu. On a déjà utilisé dans le passé... non, de l'annoncer. C'est de ça dont je parle. Oui, là, en général, ce qui se passe, c'est que il y a des articles parfois qui annoncent des choses de manière, on va dire, indirecte. Là, il y a effectivement une manière directe du porte-parole de l'armée israélienne, donc le général de brigade Zilberman, d'annoncer une telle chose. On parle d'une opération de très grande envergure, de dissuasion et d'influence. On est dans le monde de l'influence, Mathias, l'influence par les médias. Parfois, on le voit, parfois, on ne le voit pas, mais l'important, c'est d'influencer l'autre côté pour dire aux Iraniens et à leurs acolytes, attention, nous sommes là, et nous sommes également prêts à expliquer ce que nous faisons pour, encore une fois, vous dissuader d'agir. Nous sommes à quelques jours
du changement d'administration à Washington, il y a encore, de la part du Hezbollah, mais de l'Iran surtout, une crainte d'une action américaine ou d'une action concertée avec Israël contre les installations nucléaires iraniennes. Tout cela réuni fait qu'il y a aujourd'hui un énorme, gigantesque état d'alerte dans le Golfe Persique. Un tel article signé pratiquement par Doversal, par le porte-parole de l'armée israélienne, et quelque part une déclaration de dire « ne faites rien, nous sommes là ». Ce qu'Israël n'a pas fait en revanche, et vous étiez à l'époque en fonction au porte-parole de l'armée israélienne en 2009, Gabi Ashkenazi, alors chef d'état-major, frappe, une frappe préventive contre le commissariat du Hamas, 250 morts, ça avait marqué les esprits du Hamas, et là hier, il y a eu un exercice des 12 factions palestiniennes à Gaza. Pourquoi Israël n'a rien fait ? À l'époque, c'était le début d'une opération de grande envergure. En 2008-2009, c'était donc l'hiver 2008-2009, ça a commencé en décembre d'ailleurs, par effectivement une frappe, non pas préventive, hein, mais une frappe extrêmement offensive, où plus de 200 policiers du Hamas vont être éliminés par une action de l'armée de l'air israélienne. On était face à une opération surprise contre le Hamas qui n'arrêtait pas de tirer sur Sderot à l'époque. C'était une situation totalement impossible. Et là aussi, à l'époque, malgré des volontés d'Israël d'essayer de calmer la situation, il n'y avait aucune retenue de la part du Hamas. Aujourd'hui, la situation est très différente. Il n'y a pas de volonté israélienne d'entrer actuellement dans une opération de grande envergure dans la bande de Gaza. Si on pouvait le faire hier, on aurait pu le faire, mais ce n'est pas la volonté de Tsahal ni du gouvernement israélien. Merci d'avoir répondu en tout cas à ces questions. Alors, parlons d'un article, plutôt analyse, que vous signez pour l'Institut de Jérusalem pour la stratégie et la sécurité. En substance, vous dites que vous expliquez comment le rapprochement d'Israël et des États du Golfe va redessiner la politique de la France au Proche-Orient. Pourquoi ? Je pense que nous sommes, Mathias, là c'est dans un autre cadre, un cadre dans la recherche. Effectivement, j'ai sorti cet article il y a 2-3 mois déjà pour le JSS. En fait, si vous voulez, la France, depuis De Gaulle, a une politique qu'on appelle pro-arabe. C'est-à-dire que si elle est avec les pays arabes, elle n'est pas avec Israël. Je résume. Et aujourd'hui, avec le rapprochement incroyable des Émirats arabes unis, de Bahreïn, du Maroc également, qui sont des alliés très proches de la France. Il faut savoir que la France a une proximité militaire, sécuritaire extrêmement étroite avec les Émirats arabes unis. Si ces mêmes États sont aujourd'hui alliés d'Israël, et Israël est allié de ces mêmes États, qu'est-ce qui empêche également la France aujourd'hui d'être à la fois alliée de certains pays arabes, mais également alliée d'Israël ? Et si pendant des années et des années, la France a dû choisir entre une alliance avec le monde arabe et une alliance avec Israël, aujourd'hui, on est dans une alliance avec Israël et également avec les pays arabes. Et ce changement, Mathias, il est stratégique. Et pour l'intérêt de la France aujourd'hui, face entre autres à la montée grandissante de l'influence turque, j'en parle également dans l'article, il y a aujourd'hui une importance, je dirais presque fondamentale, de la France de se rapprocher d'un État puissant et d'une puissance du renseignement qui est Israël. Alors c'est très intéressant, mais est-ce que Emmanuel Macron pourrait prendre le risque, alors qu'il y a eu un soulèvement de la rue arabe à cause des caricatures de Mahomet, pourrait se lancer dans un changement de stratégie peut-être équilibré, plus équilibré pro-israélienne ? Il me semble qu'encore une fois, de loin, je dirais le binôme Le Drian-Macron, puisqu'ils sont quand même très proches, l'un aux affaires étrangères et l'autre évidemment à la tête de l'État, je pense que ce binôme aujourd'hui a une volonté de faire que la France soit relevant again, de nouveau influente. Et on voit que la France est partout. Elle est au Sahel, elle est en Libye, elle est dans la partie est de la mer Méditerranée, elle aide elle aide la Grèce contre la Turquie. Donc tout cela réuni fait que la France prend aujourd'hui une position presque unique au sein de l'Europe. Et cette position unique fait que la France aujourd'hui a besoin de nouvelles alliances. Et il me semble, et il nous semble en Israël, qu'un retour à cette alliance stratégique d'avant la guerre des 6 jours entre la France et Israël serait pour la France un point important et pour nous évidemment une très bonne chose. Merci, colonel de réserve Olivier Rafovitch, d'avoir été avec nous. Et une très bonne année civile quand même. Merci à nous tous. À nous tous. Alors, on continue à rester dans le domaine et on va prendre la route d'Abu Dhabi parce que Abdelaziz Al-Hamis, qui est un journaliste et chercheur saoudien basé à Abu Dhabi et à Londres, nous attend. Et surtout, Abdelaziz, vous allez pouvoir peut-être nous confirmer que l'Arabie saoudite cherche à éliminer Hassan Nasrallah et veut convaincre les États-Unis et Israël de le faire. C'est en tout cas ce que pense le secrétaire général du Hezbollah.
Saudi Arabia doesn't take the case of Hassan Nasrallah seriously, as it knows very well. L'Arabie saoudite ne prend pas le cas de Hassan Nasrallah au sérieux. Comme vous le savez, une partie de son arsenal réside dans ses discours, dans ses slogans, dans les histoires qu'il raconte. Saudi Arabia deals with the Nasrallah case as a matter that must be limited to his. L'Arabie saoudite gère le dossier de Nasrallah comme s'il fallait le limiter à ses problèmes internes au Liban, comme si tout ce qu'il dit n'était destiné qu'à un usage local, comme pour mieux préserver ses activités politiques et militaires au Liban. Mais pourquoi Hassan Nasrallah a subitement haussé le ton? Pourquoi maintenant? Nasrallah speaks with his supports more than is with the outside and. Nasrallah parle avec ceux qui le soutiennent plus qu'à ceux de l'extérieur. En 2006, il a accusé l'Arabie saoudite de ne pas l'avoir aidé face à Israël. Mais quelques semaines plus tard, il s'est excusé et a admis qu'il avait mal calculé l'entrée en guerre, la capacité de réaction d'Israël et les conséquences de cette guerre. Pourquoi Riyad n'a jamais répondu aux attaques et aux menaces directes en provenance de l'Iran? Et surtout, est-ce que, pour vous, l'Arabie saoudite, finalement, est seule dans cette position? No, but it takes the interests of other countries. Cela concerne aussi d'autres pays. Les Émirats, Bahreïn, le Koweït sont des États qui sont aussi mis sous pression par l'Iran. La réponse de l'Arabie saoudite pourrait affecter la région tout entière. L'Iran considère le Conseil des États du Golfe comme un ensemble de pays unis. C'est pourquoi Riyad prend très au sérieux toute décision de représailles. Mais il ne faut pas oublier la communauté internationale qui doit agir et rétablir l'ordre dans la région face aux menaces iraniennes. L'Arabie saoudite ne peut pas agir aux dépens des intérêts régionaux. Cette réponse doit prendre plusieurs formes. Cela inclut des actions visibles et moins visibles. C'est pourquoi nous estimons que ce n'est pas une histoire d'un État face à un autre. L'Arabie saoudite ne peut être seule dans cette guerre contre l'Iran et a des alliés dans la région. Elle doit coopérer avec ses alliés, doit agir avec eux contre l'Iran pour préserver ses propres intérêts. Cette coopération, elle passe aussi par les États-Unis et Israël? Le problème iranien n'est pas celui de l'Arabie saoudite uniquement. Il est régional et international. Israël a aussi des problèmes avec l'Iran. En cas de guerre, de représailles ou d'action pour limiter les menaces iraniennes, il faut une réponse régionale. C'est pourquoi les accords d'Abraham vont aider à dessiner les contours d'une bonne réaction et d'une bonne stratégie régionale pour faire face à ces menaces iraniennes. Pour Israël, comme pour le monde arabe, c'est un excellent moyen d'y faire face ensemble. Mais vous savez, avec cette nouvelle administration Biden, et les réactions européennes sont différentes de celles de notre région. De celles d'Israël, de l'Arabie saoudite, des Émirats, du Bahreïn, du Koweït, du Maroc ou du Soudan. Nous faisons face à ces menaces. Nous y sommes confrontés au quotidien et nous savons comment les gérer, plus que l'Europe et sans doute les États-Unis. Ce qui est incroyable, c'est que je vous entends, vous êtes en train de dire « nous ». C'est-à-dire que pour vous, vous incluez l'Arabie saoudite dans ces accords avec Israël. I have no information about what's happening between Saudi Arabia and Israel, but I think Je n'ai aucune information sur ce qui se passe entre l'Arabie saoudite et Israël, mais je pense en regardant les accords qu'il est bon pour l'Arabie saoudite de coopérer avec eux, ou plutôt à travers les bonnes relations entre les Émirats, le Bahreïn et Israël pour avoir un premier feeling sur la manière dont gérer les menaces posées par l'Iran ou d'autres groupes terroristes. Je pense que c'est un bon début pour l'avenir. Et même si le nouveau président américain, Joe Biden, veut parler aux Iraniens? Non, parce que nous nous sommes toujours opposés à la volonté du président Obama de négocier le programme nucléaire iranien.
opinion, and we not afraid from this president or other president, but we. Et nous lui avons montré nos objections et notre opinion. Nous n'avons pas peur du nouveau président américain comme de n'importe quel autre. And we should deal with it. And we know the damage Iran did in the region, and it's very simple to know that. And we think Biden, when he come to the power, nous leur montrons ce qui est bon pour nous et la région. L'Iran est une menace et nous devons gérer cette menace. Nous savons quels sont les dégâts causés par l'Iran dans la région. Et je pense que Biden va savoir très vite en quoi l'Arabie saoudite peut aider et ce qu'il peut faire pour aider notre État et la région. Je parle des États arabes, d'Israël et de la Turquie. Nous savons tous d'où tous les problèmes viennent. Et si les États-Unis vont trop loin contre nous, nous prendrons nos décisions. Regardez le roi Faisal, le roi Abdallah, le roi Fahed. L'Arabie saoudite ne pense qu'à ses propres intérêts et ne suit pas un pays parce que c'est une superpuissance. Nous sommes amis avec les États-Unis et nous voulons coopérer. Mais en fonction de nos intérêts, si ce n'est pas le cas, que pouvons-nous faire ? Nous ferons ce qui est bon pour notre peuple. Merci beaucoup Abdelaziz Al-Hamis, journaliste saoudien et chercheur indépendant. Merci à vous. Thanks. Bye bye. On s'arrête un instant dans Défense sur les nouvelles technologies made in Israël au profit des forces de sécurité, notamment ces systèmes autonomes de tir. Un reportage que nous avons filmé avec Daniel Bog. Regardez. Un véhicule militaire en approche. Sur son toit, le nouveau système autonome de tir, Smash Hopper. La voiture est blindée, équipée par Plassan Rehem. Objectif, permettre aux soldats à l'intérieur de viser sans être vus. Nous avons pris les capacités de Smash, c'est-à-dire ce système de vision avancé qui permet des tirs de précision dès la première balle contre des cibles statiques ou en mouvement, y compris les drones. Et nous l'avons placé dans un système de tir piloté à distance. Un système qui peut être placé sur des véhicules militaires traditionnels, des voitures autonomes, des blindés transporteurs de troupes ou des robots. Car il faut éloigner les soldats des zones de friction et parvenir au même résultat opérationnel, y compris face à des cibles en mouvement. Dans les faits, voilà comment ça marche. À l'ère du tout technologique, ça a l'air plutôt simple d'utilisation. Je bloque la cible par un simple clic, je lève le cran de sûreté et je tire. J'ai touché ma cible. Je cherche une autre cible, tire. Une troisième cible, tire. C'est aussi simple, mais surtout précis. C'est exactement ce type de système autonome de tir que peut rencontrer n'importe quel soldat face aux menaces qui pèsent aux frontières, que ce soit en face de la bande de Gaza ou face au Liban et à la Syrie. Ces systèmes de visée sont d'abord testés en laboratoire, pendant des heures, dans toutes les circonstances. Ici, c'est une pression qui vient reproduire le recul des tirs d'armes de guerre et analyse ensuite le degré de précision. Le monde n'est plus disposé à accepter une puissance de feu qui ne différencie pas la cible des dommages collatéraux. Les tirs de précision prennent une place centrale sur tous les champs de bataille dits modernes. C'est ce que nous proposons. La réduction des budgets de coûts de production et le changement de la doctrine militaire du combat moderne. Nous nous efforçons toujours d'adapter nos technologies pour donner le maximum de valeur aux produits que nous livrons à nos clients. Là où le besoin est essentiel, en premier lieu, la protection des frontières. En juillet dernier, le chef d'état-major Aviv Kochavi avait présenté le projet dit « Frontières intelligentes et fatales » autour de la bande de Gaza. De nouvelles capacités opérationnelles, technologiques et de renseignement. Et mon dernier invité, Doron Hadar, merci d'être avec nous, lieutenant-colonel de Tsahal, commandant de l'unité de réserve, l'unité urgence nationale et PDG de Critical Impact. Alors première question, on sait que tous les frontières nord et sud sont en train véritablement de se réchauffer. Est-ce que ces guerres-là comprennent également une potentielle attaque cybernétique ?
Oui, merci pour cette question, Mathias. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Nous voyons bien la combinaison des efforts cybernétiques contre Israël avec telle ou telle intensité. Ce n'est un secret pour personne. Récemment, nous avons vu plusieurs attaques iraniennes contre la société, la compagnie d'eau israélienne. Israël a riposté évidemment, selon sources étrangères, contre un port en Iran. Nous voyons donc que cette guerre cybernétique a bien lieu entre Israël et l'Iran. Il y a eu la société israélienne Sherbit, la compagnie d'assurance Sherbit, qui a été victime d'une attaque. Et voilà, tous ces incidents, tous ces événements, nous les avons identifiés. Nous voyons bien qu'il y a une réelle motivation de plusieurs hackers iraniens qui ont pris part à ces attaques. Ce qui explique donc la motivation, la volonté des Iraniens en Iran de vouloir ridiculiser Israël et de vouloir la surprendre. Est-ce que pour vous, la guerre moderne, c'est aussi la guerre 2.0, la guerre cyber ? Je pense effectivement que la guerre moderne est une guerre qui combine plusieurs fronts, plusieurs espaces. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a la guerre psychologique qui est très importante ces dernières années, la guerre cybernétique 2.0, et puis il y a aussi la guerre physique conventionnelle. C'est une combinaison, il n'y aura pas de guerre qui ne soit uniquement cybernétique, mais une guerre qui combinera tous ces fronts que je viens de citer. Alors restez avec nous, parce qu'on va regarder justement le bilan de la cybercriminalité en 2020 avec Lise Benkemoun. On vous retrouve juste après. 2020, annus horribilis même par écran interposé. 91% des organisations françaises auraient été victimes de cyberattaques. Les rançongiciels ont pullulé et aucun secteur n'a été épargné. En mars 2020, en pleine crise sanitaire et alors que des centaines de patients affluent en réanimation, une partie des serveurs informatiques de l'AP-HP qui administre les hôpitaux français est bloquée. Des milliers de requêtes inutiles s'accumulent et paralysent les serveurs une heure durant. En mai, 9 millions de données de clients de la compagnie aérienne EasyJet, adresse e-mail et informations de voyage, et 2000 données de cartes bancaires ont été illégalement consultées. Mais la plus grosse cyberattaque de 2020 a eu lieu aux États-Unis. Elle aurait duré des mois et touché les départements du commerce, du trésor et de la sécurité intérieure. Grâce au piratage du logiciel de SolarWinds, les hackers ont même eu accès à des dizaines de milliers d'entreprises et d'administrations dans le monde. Les Américains accusent les Russes et les Chinois qui démentent. La peur que les dernières technologies en matière d'armes, de nucléaire et de systèmes de défense antimissiles ne fuitent. Les secrets d'État n'ont jamais été aussi mal gardés qu'aujourd'hui. Et on vous retrouve Doron Hadar. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, alors Israël, c'est la Startup Nation. Il n'y a pas de secret sur cela. Mais cela veut dire quoi ? Ça veut dire que plus une société est forte dans le domaine cybernétique, plus elle est attaquée ? Écoutez, Israël, vous avez raison, est une nation start-up, c'est de renommée internationale. Et lorsque vous avez cette place de leader, évidemment, tout le monde veut vous la prendre. Nous le voyons ces dernières années, au-delà de la motivation économique déclarative. Il y a suffisamment d'acteurs dans le monde qui souhaitent effectivement s'en prendre à Israël en tant que première puissance cybernétique. Justement, votre rôle dans le privé, Doron Hadar, c'est d'aller voir les entreprises et de leur dire comment ça doit marcher, comment ça doit fonctionner. Vous leur dites quoi ? Oui, Critical Impact œuvre pour la défense et préparer la défense cybernétique des entreprises avec lesquelles nous travaillons.
La ligne de défense a toujours des brèches qu'il faut colmater. Il faut évidemment préparer le premier obstacle avant la cyberattaque. Nous préparons dans le cadre de différentes simulations les entreprises à faire face à d'éventuelles attaques cybernétiques avant même qu'il ne se passe quelque chose de grave pour l'entreprise. Et nous œuvrons pour donner des réponses appropriées au niveau administratif, évidemment au niveau du management d'abord, pour mettre en place tous les paramètres et toutes les variables possibles pour faire face aux challenges technologiques, juridiques, tout ce qui est régulation face aux autorités. Il faut donc se préparer à d'éventuelles attaques. Et la deuxième dimension, c'est la dimension de la protection de l'information, protection des données, pour négocier vis-à-vis des concurrents. Comme nous le faisions par exemple à l'armée face à des armées ou des organisations terroristes qui détenaient des otages à nous, eh bien sur le même principe, nous devons négocier avec des entreprises concurrentes qui détiennent non pas cette fois-ci des otages mais des données pour neutraliser l'équilibre des forces entre les entreprises. Et ce que nous faisons également, c'est renforcer la confiance des utilisateurs ou des clients des entreprises avec lesquelles nous travaillons. Merci beaucoup, Noron Hadar. Je rappelle donc que vous êtes lieutenant-colonel de réserve de l'armée israélienne, chef de l'unité, commandant l'unité urgence nationale et donc PDG de Critical Impact. Merci à Cyril Amar également d'avoir assuré l'adaptation de vos propos, l'interprétation. Merci à vous. Voilà, ce numéro est terminé. Je vous retrouve donc la semaine prochaine, même numéro, même plateau. Soyez en sécurité dans le monde de la défense et bonne année.